Premier fait. Le Big Bang n'est pas l'explosion d'une bombe dans un monde sombre et vide, mais le moment où l'espace et le temps eux-mêmes ont commencé à s'étirer comme du caoutchouc sans bord ni centre. Ce que nous appelons la création de l'univers en cosmologie moderne est le lancement de l'expansion et du refroidissement d'un plasma chaud et incroyablement dense dont sont plus tard sortis les atomes, les étoiles et nous-mêmes. Point important, il ne s'agit pas d'une explosion dans un espace déjà prêt, mais de l'expansion de l'espace lui-même. Par conséquent, la question «vers où s'étend-il?» est incorrecte. Il s'étend vers le néant. Il devient simplement plus grand en lui-même. En remontant le film à l'envers selon les équations de la relativité générale, nous arrivons à des temps infimes de l'ordre de 10-43 secondes après le début, l'époque de Planck, où les lois que nous connaissons perdent leur force et où la gravité quantique est nécessaire. Aucune pointe de feu n'est montrée par nos observations, seulement que la densité et la température ont augmenté de façon folle, jusqu'à 10-32 K selon les estimations. Le fond diffus cosmologique, une écho uniforme avec une température d'environ 2,72 K, a figé le moment où la lumière s'est finalement libérée, environ 380 000 ans après le départ. Ces faibles marbrures, de seulement quelques 10 millièmes, montrent que l'univers naissant était presque parfait en termes d'uniformité et de plénitude. Par contre, la singularité au sens scolaire n'est pas un fait établi, mais seulement un indicateur que nos formules atteignent leurs limites d'applicabilité. Autrement dit, la création n'est pas un unique plan sur une explosion aveuglante, mais une longue scène où le temps, l'espace et l'énergie entrent en jeu simultanément, donnant le rythme à tout ce qui suit. Deuxième fait. Pour expliquer pourquoi l'univers est si uniforme à grande échelle et pourtant géométriquement presque plat, les physiciens ont introduit l'idée de l'inflation, une expansion ultra rapide et exponentielle dans les premiers instants après son commencement. Imaginez une petite sphère qui, en environ 10-35 secondes, augmente de plusieurs dizaines de épliures, environ 60 doublages d'échelle ou plus. Toute ride s'estompe, la courbure tend vers zéro, et les bords lointains, qui n'ont pas eu le temps d'échanger de la lumière, se retrouvent soudainement identiques car ils étaient autrefois voisins. La prédiction clé de l'inflation réside dans les minuscules fluctuations quantiques du champ, gonflées à des dimensions cosmiques. Ce sont précisément elles qui deviennent les graines des futures galaxies. Nous en voyons l'empreinte dans le fond diffus cosmologique, un motif de tâche presque invariant d'échelle, mais pas tout à fait, et une distribution quasi gaussienne, ce qui correspond à ce qui est observé. L'inflation résout également le problème des monopoles, ces hypothétiques particules lourdes qui deviendraient rarissimes lors d'une expansion rapide. Mais il est crucial de se souvenir, l'inflation est une hypothèse de travail, pas une vérité établie. Des scénarios alternatifs pour l'univers primitif existent, des rebonds, des modèles ekpyrotiques, la recherche des modes B de polarisation du fond, attendue des ondes gravitationnelles de l'inflation, n'a pas encore produit de signal ferme. Un pic médiatisé a été un jour attribué à la poussière de notre galaxie. Autrement dit, la théorie présente de belles concordances avec les données, mais son mécanisme, quel champ, quel potentiel, pourquoi a-t-il démarré et arrêté, reste un objet de quête et c'est ce qui la rend particulièrement captivante. Dans l'idée même de création se cache l'empreinte du hasard quantique étirée jusqu'aux dimensions du ciel. Fait 3. Les secondes et minutes après le début constituent un autre drame, où l'univers se comporte comme une cuisine géante, avec une recette nommée nucléosynthèse primordiale. Lorsque l'âge de l'univers n'était que de fractions de secondes, la température se mesurait en milliards de kelvins, et les neutrinos se sont désaccouplés, quasi instantanément du plasma, pour partir en vol libre. Vers la première seconde, le refroidissement réalise une astuce cruciale. Le rapport neutron-proton se fige autour de 1 pour 6, car l'interaction faible n'a plus le temps de les interconvertir. Et les neutrons commencent à se désintégrer avec une durée de vie caractéristique d'environ 880 secondes. Encore un peu, et à environ 3 minutes, lorsque la température chute à près d'1 milliard de kelvins, le goulot d'étranglement du deutérium disparaît. Les noyaux d'hydrogène peuvent enfin s'assembler sans être brisés par des photons inverses. Ensuite, tout se déroule rapidement. La grande majorité des neutrons disponibles se transforment en hélium-4 stable, tandis qu'en fractions microscopiques naissent de l'hélium-3, du deutérium et des traces de lithium-7.
Le résultat du plat est étonnamment précis. En masse, cela donne environ un quart d'hélium et la grande majorité d'hydrogène, ce que nous observons dans les vieilles étoiles et les nébuleuses gazeuses. Cette empreinte chimique fonctionne à la fois comme un thermomètre et une balance. Elle est sensible au nombre de particules légères, nombre effectif de neutrinos et à la quantité de baryons par photon dans le plasma primitif. Étonnamment, ces valeurs, extraites de la cuisine d'une minute, concordent avec les observations du fond diffus cosmologique des centaines de milliers d'années après le début. Il y a cependant une difficulté, le soi-disant problème du lithium. Les calculs prédisent plus de lithium-7 que ce que nous voyons dans les étoiles les plus anciennes et pauvres en métaux. On débat si c'est l'astrophysique des enveloppes stellaires ou une lacune dans notre physique précoce qui est en cause. Mais le fait demeure, d'une mer incandescente et presque homogène, l'univers a cuisiné en quelques minutes un menu à partir duquel il construira plus tard toutes les molécules et tous les mondes. Le quatrième fait est que la création de l'univers n'a pas seulement impliqué la naissance de la lumière et des atomes, mais aussi l'assemblage d'un squelette invisible sur lequel les galaxies se accrochent par la suite. La matière noire n'est pas une métaphore, mais une nécessité gravitationnelle. Les vitesses de rotation des étoiles dans les disques, les formes des lentilles gravitationnelles, le motif des pics acoustiques dans le fond diffus cosmologique et le comportement des amas en fusion, comme le célèbre amas Bala, indiquent une proportion importante de matière qui interagit peu avec la lumière et avec elle-même, mais qui attire tout magnifiquement par gravité. En masse, si l'on ne considère que la matière, elle représente environ 85%. Sans cette réserve d'attraction, l'univers primordial n'aurait pas eu le temps de rassembler des structures aux époques observables. Un détail important, avant la formation des atomes neutres, les baryons étaient fixés aux photons et vibraient avec eux comme une corde. La matière noire, quant à elle, ne craignait pas les oscillations et a réussi à dessiner à l'avance une carte des puits potentiels, les futurs nids galactiques. Lorsque, environ 380 000 ans plus tard, le gaz s'est séparé de la lumière, il a commencé à s'écouler dans ces puits. Et bientôt, en termes cosmiques, pendant des centaines de millions d'années, les premières étoiles ont brillé, perçant l'obscurité et rayonisant progressivement le milieu intergalactique. Nous ne savons pas exactement ce qu'est cette obscurité, particules WIMP hypothétiques, action ou autre chose. Les recherches directes sont encore muettes, mais le schéma cosmique pointe obstinément vers un caractère froid, sinon les petites structures auraient été effacées comme des traces sur du sable mouillé. C'est là le paradoxe de la création. Tout ce qui est visible est né sur un squelette invisible, et c'est précisément le vide, ce qui ne donne pas de lumière, qui a donné forme au lieu où la lumière brillerait plus tard. Cinquième fait. Le fond diffus cosmologique n'est pas juste le bruit d'un vieux téléviseur, mais une photo d'enfance de l'univers prise quand il avait environ 380 000 ans et que le plasma chaud a enfin permis à la lumière de se libérer. Sa température actuelle avoisine les 2,725 K, présentant un spectre de corps noir quasi parfait, aussi lisse qu'une corde tendue. Pourtant, sur cette régularité se trouvent de minuscules rides, des anisotropies de l'ordre de 10 millièmes de %, à peine quelques dizaines de microkelvins. Ces irrégularités sont l'enregistrement des ondes sonores qui traversaient le plasma primitif à une vitesse proche de c/3. La gravité tentait de comprimer, la pression des photons de dilater, résultant en un rythme de pics acoustiques imprimés sur le ciel. Par leur hauteur et position, les cosmologues estiment les baryons, la matière noire et la courbure de l'espace, obtenant une géométrie quasi plate et une composition précisément mesurée. La polarisation du fond ajoute des touches subtiles. Les modes E confirment le schéma acoustique. Une faible lentille gravitationnelle floute le dessin et révèle la masse des amas, et la curieuse anisotropie dipolaire témoigne de notre mouvement à travers le gaz cosmique à des centaines de kilomètres par seconde. Le fond lui-même sert de projecteur pour la structure à grande échelle. Les amas de galaxies y laissent leurs empreintes par l'effet Souniaïev-Zeldovitch, et l'horizon vaste mais pas infini de cette époque explique pourquoi les extrémités opposées du ciel se ressemblent tant. Elles étaient autrefois liées avant que l'inflation ne les disperse au-delà du visible. Même l'échelle de distance, oscillations acoustiques baryoniques, a survécu dans la distribution des galaxies comme une subtile préférence à se rencontrer à environ 500 000 années-lumière. C'est là une règle pour mesurer l'expansion cosmique aux époques tardives.
Le tout ensemble, c'est comme des indices sur les lieux d'un ancien événement, le spectre, les taches, la polarisation, le lançage, et chacun pointe vers la même origine, transformant la pâle lueur en la chronique la plus précise du cosmos primitif. Le sixième fait. Le plus étonnant est que l'expansion de l'univers non seulement se poursuit, mais qu'elle s'accélère, comme si quelqu'un avait discrètement appuyé sur l'accélérateur d'un moteur invisible. Cette conclusion découle des observations de supernovas lointaines de type IA à la fin des années 1990. Les bougies standards se sont révélées plus faibles que prévu, impliquant des distances plus grandes que dans le cas d'une expansion ralentie. Pour concilier le tableau, on réintroduit la constante cosmologique lambda dans les équations d'Einstein, l'énergie du vide, uniformément répartie dans l'espace et possédant une pression négative. Selon les estimations actuelles, elle représente la majeure partie du bilan énergétique, environ les 2/3, tandis que la matière noire et la matière ordinaire se partagent le reste. Cette énergie noire possède une équation d'état avec un paramètre W proche de -1. C'est ainsi qu'elle fait gonfler la géométrie de plus en plus rapidement. Mais derrière la simplicité apparente se cache une énigme profonde. Les calculs quantiques de l'énergie du vide donnent des grandeurs monstrueuses, des dizaines d'ordres de grandeur supérieurs à la valeur observée. Le plus flagrant échec entre théorie et réalité dans la physique des constantes fondamentales. Il existe des alternatives, la quintessence dynamique, la gravité modifiée, des scénarios avec un W variant lentement dans le temps. Les règles et horloges cosmiques, oscillations baryoniques, lentilles gravitationnelles faibles, amas et les mêmes supernovas mesurent l'histoire de l'expansion, resserrant le réseau de contraintes. Dans ce contexte, une intrigue distincte a également éclaté, la tension H0. Les mesures locales du taux d'expansion et les estimations de l'univers primitif divergent obstinément de plusieurs kilomètres par seconde par mégaparsec. C'est peut-être une faille par laquelle une nouvelle particule ou un délai différent pour la dynamique sombre pourrait s'infiltrer dans la physique. Si lambda est une constante, un monde avec un horizon cosmologique nous attend. Les galaxies lointaines sortiront une à une du champ de vision, le combustible stellaire s'épuisera et l'avenir deviendra infiniment froid. Paradoxalement, c'est le vide, auquel nous ne prêtons généralement pas attention, qui donne le rythme final à l'histoire de l'univers. Septième fait. Pourquoi l'univers contient-il des étoiles et nous, plutôt qu'un néant uniforme après l'annihilation mutuelle des particules et antiparticules? Les observations suggèrent que la matière est légèrement plus abondante que l'antimatière, environ un baryon excédentaire pour 1 milliard et quelques photons. C'est ce déséquilibre microscopique qui a survécu à l'enfer primordial et a ensemencé tout le cosmos visible. Comment est-ce possible? En 1967, Andreï Sakharov a formulé 3 conditions pour le baryogénèse. Il faut des processus qui violent la conservation du nombre baryonique, une asymétrie de parité et de symétrie charge conjuguée, violation de CP, est nécessaire, et une sortie de l'équilibre thermodynamique est requise. Tout cela n'est pas abstrait. La violation de CP a été effectivement mesurée dans les désintégrations des mésons K et B. Et dans le plasma primordial surchauffé, les sphérones de l'interaction électrofaible ont agi, effaçant les nombres baryoniques et leptoniques dans la combinaison B plus L. Cependant, le modèle standard seul ne suffit pas. Avec la masse ouverte de 125 GeV pour le boson de Higgs, la transition n'a pas été tumultueuse, mais progressive, et la violation de CP observée chez les quarks n'est pas suffisante pour produire l'asymétrie requise. D'où le chemin populaire, le leptogénèse. Les neutrinos droits massifs, du mécanisme à cuillère, se désintègrent de manière légèrement asymétrique, engendrant un excès de leptons que les sphérones convertissent partiellement en baryons. Indice indirect, les oscillations de neutrinos prouvent que les neutrinos ont une masse. Peut-être sont-ils la clé. Alternative, baryogénèse électrofaible dans des modèles de Higgs étendus ou des phases exotiques. La vérification se fait via de multiples canaux. Recherche de désintégration bêta double sans neutrinos, cosmologie détaillée des époques primitives, expérience dans les accélérateurs. Aucune réponse n'a encore été trouvée. Mais une chose est claire, la chimie subtile et hors équilibre des premières fractions de seconde a déterminé le destin de la création. Huitième fait.
L'aube cosmique, ce moment où l'obscurité des premières centaines de millions d'années a cédé la place aux premières sources de lumière, ne fut pas un éclat instantané, mais le scintillement de multiples foyers qui, progressivement, ont ionisé l'hydrogène intergalactique. Après la recombinaison, environ 380 000 ans, l'univers est devenu transparent, mais il n'y avait pas encore d'étoiles. Le gaz neutre s'est refroidi, se rassemblant en mini-halos d'environ 10 puissance 5, 10 puissance 6 masse solaire, où les molécules H2 ont permis un premier refroidissement suffisant pour allumer les étoiles de population 3, probablement massives, de dizaines ou centaines de masses solaires, vivant seulement quelques millions d'années et explosant en supernovas puissantes. Leur ultravioleur déchirait les électrons des atomes, gonflant des bulles de plasma ionisé autour des jeunes amas et des premiers quasars. Ces bulles ont grandi et fusionné, et vers des décalages vers le rouge d'environ Z à peu près 6, âge de l'univers 1 milliard d'années, la quasi-totalité du gaz intergalactique avait été réionisée. Ceci est visible dans les creux de Gunn-Peterson des spectres de quasars lointains et dans la chute drastique de la visibilité des raies Lyman alpha des galaxies les plus anciennes, le milieu neutre les disperse. Un projecteur supplémentaire est la raie d'hydrogène de 21 cm. Elle devrait cartographier les points chauds et froids par rapport au fond de micro-ondes, transformant l'aube en un film tridimensionnel. Bien que les grandes installations commencent à peine à dresser une carte fiable, les télescopes de nouvelle génération détectent déjà des galaxies de plus en plus anciennes, y compris des candidats à Z supérieur à 10, suggérant que la lumière s'est allumée plus tôt et plus efficacement que prévu. Et les signatures chimiques, des rapports d'éléments inhabituels dans les étoiles ultramétalliques de notre galaxie, conservent le souvenir des premières explosions, telle la suie sur les murs d'un atelier où les premiers métaux de l'univers furent fondus. Neuvième fait. La flèche du temps est la réalisation cachée de la création. Pourquoi le passé sans l'ordre et le futur le désordre? En termes physiques, la réponse passe par l'entropie. L'univers primitif, à en juger par l'uniformité du fond diffus cosmologique, était étonnamment lisse, donc d'une entropie gravitationnelle très faible. La courbure du ciel est presque plate, les masses sont réparties sans gros amas, et c'est un état extrêmement atypique si l'on compare à ce que la gravité aime. Normalement, l'attraction mène à l'effondrement et à la formation de trous noirs, objets à entropie colossale selon la formule de Bekenstein-Hawking. Selon des estimations grossières, ce sont précisément eux qui donnent aujourd'hui la part du lion au compteur de désordre cosmique. Il y a un paradoxe. À mesure que l'univers se refroidit et s'étend, l'ordre n'a pas disparu mais a engendré des structures. Le gaz s'est assemblé en étoiles, les étoiles en galaxies, les galaxies en amas. C'est la croissance de l'entropie gravitationnelle. Dans ce schéma, la flèche du temps est ancrée par la condition de départ. Le passé est un état inhabituellement lisse d'où il est facile d'accroître le désordre, le futur est de plus en plus grumeleux. L'inflation lisse les inhomogénéités, mais elle requiert elle-même un champ initial spécial. Penrose formule l'hypothèse de Weyl. Au début, le tenseur de courbure libre est presque nul, ce qui fixe une faible entropie. Il y a aussi un piège philosophique. Dans une mort thermique infiniment longue, des cerveaux de Boltzmann aléatoires naîtraient plus souvent que des galaxies entières avec une histoire. Mais nous voyons une faible entropie passée réelle, pas une illusion aléatoire. Cela signifie que le cosmos est organisé différemment. Si l'énergie sombre est une constante, la limite lointaine ressemble à l'espace de De Sitter, avec son propre horizon et son entropie, où les gradients pour agir se font de plus en plus rares. Et pourtant, le fil remonte au début. La création n'est pas seulement les équations du mouvement, mais aussi le choix d'un cadre inhabituel et très ordonné à partir duquel le film peut réellement commencer. Le 10e fait. L'expression « l'univers est né de rien » est frappante, mais en physique, chaque mot nécessite une clarification. Le rien, au sens philosophique, est l'absence de tout, y compris les lois. Le rien en théorie des champs est le vide, saturé de degrés de liberté quantique et de fluctuation, et le avant peut simplement être une question mal posée, si le temps lui-même apparaît avec l'espace. Il existe des scénarios concurrents pour le début. La proposition sans limite de Hartle-Hawking, où la géométrie précoce enroule doucement le temps pour le rendre de type espace, évitant ainsi un bord classique. Le tunneling de Vilenkin, par lequel un univers minuscule et fermé saute quantiquement d'un état sans espace classique vers un monde en expansion. Les modèles cycliques ou ekpyrotiques, où le passé est une contraction et un rebond amorti.
La cosmologie des boucles qui remplace la singularité par un rebond quantique à des densités de Planck. Tous diffèrent dans les détails, le spectre des perturbations initiales, le niveau des ondes gravitationnelles, les anisotropies subtiles. En principe, cela est observable, mais pas encore résolu. L'idée du bilan énergétique nul est également populaire. L'énergie positive de la matière peut être compensée par la gravitation négative. Et la loi globale de conservation de l'énergie dans un cosmos en expansion, au sens strict, n'est pas du tout définie. Il n'y a pas d'horloge universelle de l'espace-temps. D'où la thèse « de rien » ne signifie pas à partir du vide absolu, mais dans le cadre de la gravité quantique, une transition initiale est possible où les catégories habituelles perdent leur sens. Les idées d'univers enfants sonnent encore plus audacieuses. Une bulle de faux vide, sous certaines conditions, pourrait gonfler pour devenir un monde séparé par un goulot d'entraînement inaccessible pour nous, mais ce sont des spéculations à la limite de la théorie. À ce jour, le bilan honnête est le suivant. La physique peut décrire les premiers instants et propose plusieurs scènes de début mathématiquement cohérentes. Mais la question « pourquoi exactement comme ça ?» reste ouverte, marquant la frontière entre la science vérifiable et la métaphysique soigneusement délimitée. L'idée d'univers enfants sonne encore plus audacieuse. Une bulle de faux vide, sous certaines conditions, pourrait gonfler pour devenir un monde séparé par un goulot d'entraînement inaccessible pour nous, mais ce sont des spéculations à la limite de la théorie. À ce jour, le bilan honnête est le suivant. La physique peut décrire les premiers instants et propose plusieurs scènes de début mathématiquement cohérentes, mais la question « pourquoi exactement comme ça ?» reste ouverte, marquant la frontière entre la science vérifiable et la métaphysique soigneusement délimitée.